On passe à présent à l'aide de la rédac, notre grand dossier du soir. Je me tourne vers vous, Olivier Boulin. Qu'une question très simple. Poutine est-il autorisé à lâcher une bombe atomique sur le territoire ukrainien? C'est la question que l'on est en droit de se poser ce soir, Olivier. Et oui, tout part d'une déclaration du président français. Il était interviewé hier soir sur France 2. Caroline Roux l'a questionné sur la doctrine nucléaire française. Écoutez bien cet extrait et on en parle après. Est-ce qu'une frappe tactique de la Russie serait considérée par la France comme une attaque nucléaire? La France a une doctrine nucléaire, je le disais. Et notre doctrine repose sur ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Et ils sont définis de manière très claire. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui serait en cause s'il y avait, par exemple, une attaque balistique nucléaire en Ukraine ou dans la région. Par contre... Ça n'appellerait pas une riposte nucléaire conventionnelle? D'évidence, et ça n'est pas notre doctrine aujourd'hui, je le dis. Nous avons un cadre pour ce qui nous concerne. Vous avez bien entendu, si la Russie lâchait une bombe atomique sur le territoire ukrainien, eh bien le président français confirme que cela ne provoquerait pas de réponse nucléaire de la France. Et cette déclaration a dû en surprendre plus d'un à l'état-major français, car toute la politique de dissuasion repose sur le flou, et c'est cela qui est censé dissuader un ennemi de frapper le premier. En disant cela, eh bien Emmanuel Macron a donc pris le risque d'envoyer le mauvais message à Vladimir Poutine. En gros, eh bien, si Vladimir Poutine frappe l'Ukraine, il ne s'exposera pas à la puissance nucléaire française. Et Olivier, c'est important pour le reste du continent européen, car la France est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Et oui, depuis que les Britanniques sont partis, la France se retrouve seule grande armée de l'Union. C'est un pays doté, comme on dit dans le jargon, comprendre doté de l'arme nucléaire. Sa position influe donc sur celle de l'ensemble des pays européens quand on parle de défense. Le président français l'a d'ailleurs répété hier soir, la dissuasion française a une échelle européenne. Les intérêts vitaux de la France sont maintenant indissociables de ceux des autres membres de l'Union. Et la France veut être une puissance d'équilibre dans le conflit. Emmanuel Macron a redit qu'il fallait absolument à terme que les négociations reprennent entre l'Ukraine et la Russie. Oui, et comme si ce conflit en fait ne pouvait que se finir à la table des négociations. Or, tous les conflits ne se résolvent pas ainsi. Parfois, il y a un vainqueur et un vaincu. Mais le président français redit qu'il entendait parler à Vladimir Poutine, je le cite, à chaque fois que cela sera nécessaire. Moi, eh bien, je suis curieux, on en parlera avec nos invités, de savoir comment les propos du président français ont été accueillis à Kiev. Avant d'en parler avec nos invités, nos experts, Olivier, quand on parle de dissuasion nucléaire, on parle de la Russie, de la France, mais aussi évidemment des États-Unis. Oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Joe Biden n'est pas sur la même ligne que son homologue français. Lui a déclaré que le monde n'avait jamais été aussi proche d'une apocalypse nucléaire. Il a précisé que ses propos s'adressaient directement à Vladimir Poutine. Selon le président américain, eh bien, il ne peut pas continuer impunément à parler de l'utilisation d'une arme nucléaire tactique comme si c'était une chose rationnelle à faire. Merci beaucoup Olivier Boulin. Beaucoup d'éléments évidemment pour un dossier sensible. Pour en parler ce soir, bonsoir Samuel Longuet. Bonsoir. Vous êtes chargé de recherche au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Et puis enfin, bonsoir Frédéric Moreau. Bonsoir Jim. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste des questions de défense européenne à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Commençons avec vous, Frédéric Moreau. Peut-être une première réaction à ce qui a été dit juste avant par Olivier. Est-ce qu'on ne laisse pas le champ libre à Poutine pour agir au vu des déclarations du président français hier soir? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas exagérer la portée des déclarations du président français. Peut-être que sa langue a fourché, la grammaire nucléaire est une grammaire compliquée. On est tous face à une situation totalement inattendue et peut-être qu'il s'agit d'une simple faute de grammaire. De même, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de différence entre la position américaine et la position française. Le président américain parle quand même d'Armageddon à venir. Hein. Le président américain dit qu'il faut croire Poutine quand il menace d'utiliser l'arme nucléaire. Il ne dit pas ce qu'il va faire. C'est totalement différent. Reprenons les choses un petit peu dans l'ordre. C'est toujours important. Il y a deux faits stratégiques majeurs dans cette guerre en Ukraine. Le premier, qui a pris tous les experts complètement par surprise, c'est la sous-performance, pour ne pas dire la médiocrité de l'armée conventionnelle russe.
Bon. Et le deuxième fait stratégique majeur, qui est totalement nouveau, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire, non pas dans une perspective de dissuasion, mais dans une perspective d'attaque. C'est ce que l'on appelle la sanctuarisation offensive ou la dissuasion agressive, ce qui est un oxymore. C'est-à-dire que, en gros, un État doté de l'arme nucléaire peut dire à un État non doté « je t'attaque, mais tu ne peux pas répondre, parce que si tu réponds, je te vitrifie ». C'est un fait majeur. Rien que cette menace-là est un fait majeur. Si jamais Vladimir Poutine utilisait l'arme nucléaire tactique, alors on basculerait ça aurait des conséquences bien au-delà de l'Ukraine. Qui va résister à la demande de Taïwan, de la Corée du Sud, du Japon, de l'Arabie Saoudite, face à des voisins menaçants, dotés comme peut l'être la Corée du Nord, comme peut être la Chine, comme peut-être demain l'Iran, de dire moi j'ai besoin de l'arme nucléaire. Donc je crois qu'il faut faire attention. Ce qu'a fait le président de la République française, il est revenu sur ses fondamentaux, c'est-à-dire l'arme de la dissuasion en France, c'est pour défendre les intérêts vitaux du pays. Voilà. Et là, on n'est pas dans cette épure, on n'est pas dans ce cadre-là. Je reviendrai vers vous dans quelques instants pour avoir votre avis aussi sur ce que pourraient en penser les Ukrainiens. C'est ce que disait Olivier dans son papier, parce que c'est vrai, du point de vue ukrainien, ça c'est un petit peu bizarre comme déclaration. Samuel Longuet, on a énormément parlé sur ce plateau, ou plutôt l'ancien plateau, d'ambiguïté stratégique, de laisser planer un doute sur justement sa force de frappe et le moment choisi pour l'utiliser. Est-ce qu'ici, le fait d'un petit peu dévoiler ses cartes, dévoiler sa position, est-ce qu'ici, il n'y a pas une faute politique presque du président français selon vous ? En tout cas, ça va à l'encontre de ce qu'on considère être généralement comme la doctrine nucléaire stratégique, et ça, elle est partagée par beaucoup de pays dans le monde. En France, on parlera des intérêts vitaux de la nation, mais sans préciser exactement ce qu'ils sont. Dans la doctrine russe, on parle de l'existence même de l'État russe, mais à nouveau, Poutine joue de cette ambiguïté, de savoir si être privé des républiques séparatistes, des deux régions en plus qu'il a annexées et de la Crimée, serait une attaque contre l'existence même de l'État russe, ou si ça ne franchirait pas ce seuil. On laisse normalement cette zone de flou, justement parce que le principe de la dissuasion nucléaire, alors ça peut être effrayant effectivement de se dire qu'il y a ce doute, mais c'est conçu pour, ça a toujours été le cas, c'est de ne pas tracer une ligne rouge dans le sol, parce que sinon l'adversaire sait qu'il peut avancer ses orteils jusqu'à cette ligne rouge, et que jusque-là, il ne lui arrivera, alors pas nécessairement rien, mais en tout cas, il ne lui arrivera pas une riposte nucléaire. C'est intéressant ça, Frédéric Moreau, parce que si on suit ce que dit le président français, si on suit ces mots qu'il a prononcés hier, si demain Vladimir Poutine opérait une frappe tactique nucléaire en Ukraine, on aurait peut-être une réponse conventionnelle, c'est-à-dire des frappes non nucléaires, peut-être, et encore c'est même pas sûr, mais en tout cas il n'y aurait pas de réponse nucléaire de la part de l'OTAN. Encore une fois, la France. je pense qu'il ne faut pas surpondérer la valeur des déclarations du président. Je veux espérer que sa langue a fourché. Il a rappelé la doctrine classique française. Est-ce que ça sera applicable demain ? Je pense pas. Enfin, j'espère pas. Parce que la vraie question dans la dissuasion, il faut bien se prendre en considération que la dissuasion, ça se passe d'abord dans la tête de l'ennemi. Si Poutine utilise l'arme nucléaire tactique en Ukraine, en bombardant Lviv par exemple, la dissuasion aura échoué. C'est ce qu'on appelle en France des armes de non-emploi. Dissuader, c'est vous dissuader d'agir. Quand on utilise l'arme, c'est qu'on a déjà presque perdu. Non, c'est pas qu'on a presque perdu. Sa force de dissuasion. C'est qu'on a perdu. Donc, il faut faire le contraire. Il faudrait dire à Poutine, si tu utilises l'arme nucléaire tactique, tu auras une réponse nucléaire. Parce que soyons bien clairs, seul le nucléaire peut dissuader le nucléaire. Justement, par rapport à ces doctrines qui s'affrontent presque, la doctrine européenne française, on a entendu ici une partie avec le président Macron, et la doctrine russe, pourrait peut-être nous faire un état des lieux des réactions possibles des deux côtés ? Oui, elles sont pas très différentes au niveau stratégique, mais il y a un vieux fond d'utilisation possible chez les Russes, qui n'existe pas chez les Français, de l'arme nucléaire tactique, c'est-à-dire de l'arme du champ de bataille, ce qui est exclu dans la doctrine nucléaire française. Dans la doctrine nucléaire française, c'est quasiment impossible. En revanche, dans la doctrine nucléaire russe, comme dans la doctrine nucléaire américaine, comme dans la doctrine nucléaire de l'OTAN, il y a la possibilité, si les forces conventionnelles sont dépassées, d'utiliser l'arme nucléaire comme une arme du champ de bataille. Les bombes B-61 que vous avez en Belgique sous les F-16, comme aux Pays-Bas, comme en Allemagne sous les Tornados, comme en Italie sous les Tornados et comme en Turquie, ce sont des bombes nucléaires tactiques.
Voilà, il faut bien en prendre compte. On fera aussi un état des lieux des forces en présence, aussi d'un petit peu, un comparatif entre ce qu'ils ont eux, les Russes, qui est au-delà des Américains, mais voilà, si on rassemble les alliances, on voit qu'on a quand même un certain avantage, même si ça paraît un petit peu bizarre ce que je dis, puisque... En matière nucléaire, le nombre ne compte pas. C'est ça. Quasiment pas. Hein. Exactement. Un mot peut-être là-dessus, Samuel Longuet, sur cette différence de doctrine malgré tout. On se souvient du président Poutine qui n'a pas arrêté de dire « oser toucher à ou remettre en question la sécurité de la Russie, et vous verrez que j'utiliserai l'arme nucléaire ». Est-ce qu'on se dirige peut-être malgré tout vers là, avec une contre-offensive ukrainienne qui progresse, qui va peut-être continuer à progresser aussi dans ces régions nouvellement annexées? Est-ce qu'il y a de plus en plus ce risque d'utilisation du côté du président Poutine? Alors, deux choses. La première, c'est que les doctrines ne sont pas si différentes que ça, en fait, dans la mesure où ces armes B-61, donc ces armes nucléaires tactiques, qui a notamment, c'est un secret de polichinelle qu'elles sont sur la base de Kleine-Brogel en Belgique, elles sont censées être utilisées, enfin, elles peuvent être utilisées en cas d'ultime recours. L'idée derrière, c'est qu'on les utiliserait comme un ultime avertissement. C'est-à-dire que c'est la frappe qu'on ferait juste avant d'envoyer des armes stratégiques, mais qui quand même ne devrait avoir lieu pas seulement si on est en train d'être en difficulté dans une guerre conventionnelle, mais si la difficulté qui est dans cette guerre conventionnelle menace l'existence même. Ça peut résulter finalement sur une menace existentielle. Voilà, si ça résulte sur une menace existentielle, donc des États-Unis ou de leurs alliés de l'OTAN. C'est un peu la même chose du côté russe, où justement s'est posé la question lors de la mise à jour de la doctrine nucléaire russe au début des années 2010, donc juste après la guerre en Géorgie. Qu'est-ce qu'on fait si on est en difficulté dans une guerre conventionnelle, mais elle ne menace pas non plus complètement l'existence de l'État russe? La question a été posée, et ce qui avait été décidé à l'époque, et ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la doctrine de 2020, c'est cette idée que non, on n'a pas d'emploi juste si on est en train de perdre une guerre conventionnelle, mais qui ne menace pas l'existence de la Russie. Les armes nucléaires sont réservées uniquement à ces cas absolument extrêmes. Pour que ce soit clair pour tout le monde, et puis je demanderai votre avis aussi au frère Taloche, qui n'a absolument rien à voir dans ce débat, mais avoir votre avis de citoyen, parce qu'on voit aussi des citoyens qui sont apeurés, qui sont devant leur télévision, qui se disent « mais attendez, il parle de quoi? Il parle de théorie. Est-ce que dans la pratique, il y a quand même un risque que ça arrive ?» Mais avant ça, Samuel Longuet, à quel point ces armes tactiques sont opérationnelles côté russe? Déjà, de quoi on parle quand on parle d'armes tactiques? Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Alors, on les appelle très improprement tactiques parce qu'en fait, elles n'ont pas un effet tactique. Elles ont un effet à minima opérationnel, mais en fait, elles ont un effet quasi stratégique. L'idée, c'est de renverser l'intégralité d'un champ de bataille en utilisant ces armes. Donc, c'est pas juste d'aller gagner une petite escarmouche quelque part avec une arme nucléaire. Le but, c'est d'emporter toute la campagne militaire à l'aide de ces armes. On parle d'armes de faible puissance, on dit low yield en anglais. Il faut savoir que derrière cette faible puissance se cachent quand même des armes qui vont jusqu'à un peu plus de 100 kilotonnes. 100 kilotonnes, c'est 7 à 8 fois la bombe d'Hiroshima. Donc on parle d'armes d'une puissance qui est quand même absolument considérable. Ouais, ça fait un petit peu peur aussi. Peut-être un mot là-dessus. C'est une bonne ambiance. Non, mais en réalité, vraiment, est-ce que, malgré tout, avec cette actualité qui bouge beaucoup en Ukraine, et puis évidemment aussi le président Poutine qui agite depuis un petit temps cette bombe nucléaire, est-ce que vous avez vous-même, en tant que citoyen, parfois des peurs, des angoisses aussi liées à cette situation? Oui, bien sûr, on a des peurs et des angoisses, mais tout ça, tout le... Ça vous paraît loin quand même, malgré tout? Non, je pense que tout est possible, c'est ça qui fait un petit peu peur, c'est que tout est possible, mais par rapport à tout ce climat anxiogène, les gens nous disent souvent... heureusement qu'il y a parfois les humoristes qui sont là pour essayer d'apporter un peu le sourire, malgré le climat qui est... Mais on sent quand on discute avec les gens, la chance d'avoir des têtes populaires, c'est que les gens nous parlent. Quand je fais mes courses, on me parle. On nous a beaucoup parlé pendant le Covid parce que ça concernait la culture, mais on sent quand même aussi les gens qui viennent par rapport au spectacle. Il y a vraiment une angoisse qui s'installe de plus en plus. Et en écoutant ceci, comment ne pas l'être? Donc ça veut dire que nous, on est juste là pour essayer un peu de... divertir. De temps en temps, divertir. Et comme disait De Funès, c'est déjà très prétentieux de vouloir divertir. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que, comme vous le dites, on est des citoyens, on écoute. Je pense qu'on a les mêmes angoisses que la plupart des gens, mais nous, on se dit toujours qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vrai. Hein. Et donc nous, notre arme, on n'a pas d'arme nucléaire, mais on essaye juste de pouvoir distraire, parce que peut-être que cet hiver, on sent quand même la panique énorme. On est tous concernés par ces factures d'énergie qui vont vraiment faire flipper beaucoup de gens à juste titre. Là, il y a une angoisse qui est quand même un peu... On croyait qu'avec le Covid, on avait tout vu, et là non. Avant de se poser la question justement de ce qu'on pourrait faire pour tout d'abord tenter de dissuader le président Poutine d'utiliser ses armes, ou peut-être même penser à ce qu'on pourrait faire en termes de défense, parce que ceux devant leur télévision ne savent absolument pas à quoi ressemble cette bombe qui arriverait sur l'un de nos pays, et tout d'abord sur l'Ukraine. On va rassurer un petit peu les gens, puisqu'on va aller du côté de Maïté Warland pour votre Zoom. Maïté, vous pointez le bluff récurrent du président russe Vladimir Poutine. Et oui, c'est vrai que ce qu'il se passe en ce moment pourrait s'appeler le grand bluff du nom de ce
film de 1957. Vladimir Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire quasi dès le début de l'invasion. On est à la toute fin février. Et puis en mars, en mai, en septembre, en octobre, 5 fois au moins, j'ai consulté les articles, peut-être que j'en ai loupé quelques-unes, mais que le chef du Kremlin menace d'appuyer sur le fameux bouton rouge. Mais ce n'est pas non plus le premier conflit dans lequel Poutine bluffe, puisque rappelez-vous, en Crimée en 2014, il avait déjà menacé sans appuyer sur le bouton. Maïté Warland, est-ce que Poutine utilise la stratégie du salami ? Oui, alors c'est en tout cas ce que pensent plusieurs spécialistes. Alors la théorie du salami, c'est quoi en quelques mots? C'est quand la menace nucléaire s'intensifie graduellement, comme des tranches. Ce terme provient de la guerre froide, lorsque les grandes puissances s'efforçaient à éliminer leurs opposants petit à petit, menace après menace, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent devant le fait accompli sans avoir pu réagir. Merci beaucoup Maïté. Frédéric Moreau, un mot, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore aujourd'hui? D'ailleurs, j'ai oublié de signaler que vous avez signé une tribune, plutôt une carte blanche dans l'Écho avant-hier sur ce sujet-là. Frédéric Moreau, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore aujourd'hui pour tenter, de dissuader le président russe d'utiliser cette arme? Mais à mon avis, ce qui est impératif en matière de dissuasion, la dissuasion, encore une fois, ça se joue dans la tête de l'ennemi. Voilà. Quand la réaction des humoristes est très intéressante, parce que quand le président français s'est exprimé, je pense qu'il s'exprimait surtout vis-à-vis de la population française et pour rassurer la population française, et il était tout à fait dans son rôle. Malheureusement, c'est pas le même langage qu'il faut tenir au Kremlin. Au Kremlin, je veux espérer qu'il y a un dialogue entre les 3 puissances occidentales nucléaires dotées du Conseil de sécurité des Nations Unies, que sont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Il est impératif que la France parle, puisque c'est la seule puissance nucléaire européenne désormais, de l'Union européenne plus exactement, et qu'il y ait une concertation. La seule façon de dissuader la Poutine, c'est la menace. C'est menace contre menace, force contre force. Poutine... Est-ce que la menace est assez forte du président Macron dans ce cas-là, ou est-ce que justement non, il là, c'est ne pas laisse clair. pas un petit peu... Non, là, c'est pas clair On du est tout. d'accord. Là, c'est pas clair du tout. Il faut que le message soit clair et fort. Si les 3 puissances occidentales, à laquelle la Chine aurait tout intérêt à se joindre, parce que, encore une fois, si Poutine utilise l'arme nucléaire, demain, Taïwan aura l'arme nucléaire. Donc c'est dans l'intérêt des Chinois de joindre leurs forces à celles des 4 autres puissances du Conseil de sécurité nationale. Disent à Poutine, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça parce que si tu le fais, alors tu auras, comme dit Poutine, des conséquences effroyables, etc. Lesquelles, on ne sait pas. Il faut rester dans l'ambiguïté stratégique en matière de dissuasion, et c'est pour ça que le président dit qu'il ne faut pas en parler, il faut moins on en parle, etc. Mais que ce soit en public ou par des canaux privés, les 3 puissances occidentales doivent joindre leurs efforts et adresser avant qu'ils ne l'utilisent. Parce que s'ils l'utilisent, ça sera trop tard. Olivier. Mais est-ce que dans la chaîne de décision, est-ce que si Vladimir Poutine décide d'utiliser la bombe atomique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'en empêcher concrètement? Alors, pour ce qui est des armes stratégiques, c'est clair. Pour ce qui est des armes tactiques, ça l'est moins. Pour ce qui est des armes stratégiques, c'est clair. Il y a 3 décideurs au Kremlin qui sont Vladimir Poutine, le chef d'état-major Gerasimov et le ministre de la Défense Shoigu. Bon, franchement... Au final, il n'y a qu'une personne, parce qu'on voit mal un de ces personnages s'opposer au président russe. On ne sait pas. En tout cas, tous ceux, les généraux occidentaux, je pense, qui ont fréquenté le général Gerasimov, disent c'est un honnête homme, et voilà, du reste, il est très en retrait dans cette guerre. Donc ça, c'est possible. Pour les armes tactiques, c'est que Poutine. C'est ça. C'est que Poutine. Un mot peut-être là-dessus, Samuel Longuet. On parle évidemment, pour rassurer un petit peu les téléspectateurs, les rassurer, on ne parle pas encore de frappe nucléaire sur l'Europe, même si on avait montré aussi ces simulations dans les journaux télévisés russes qui disaient, voilà, en moins de 40 secondes, on arrivera à Berlin, en moins d'une minute, on pourrait raser Paris de la carte. Est-ce que, donc parlons plutôt du pire si ça arrive vers l'Europe, est-ce qu'on a un moyen, nous, de se défendre si un jour il appuie sur ce bouton rouge? Ou est-ce que quand il le fera, ce sera trop tard? Alors, oui, il y aura toujours des moyens de se défendre, oui et non, c'est-à-dire répliquer, oui, c'est un peu le principe d'avoir des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins qui sont normalement dans l'océan Arctique et qui sont censés tirer si, dans le cas des sous-marins français, si la France est directement attaquée. C'est pas ça qui sauvera Paris si jamais une ogive tombe dessus. Ceci dit, on en est encore très très loin, c'est-à-dire que là, l'idée qu'il pourrait y avoir une apocalypse nucléaire et que Poutine pourrait décider
un grand moment de j'en ai plus rien à faire. Mais on en a parlé dans cette émission, Poutine qui serait au pied du mur, qui verrait les forces ukrainiennes avancer, les sanctions qui se durcissent encore un petit peu plus. Pas encore complètement. Est-ce que le mieux, c'est pas que je l'appelle? Parce que sauf qu'il a changé de GSM, moi parce qu'on l'avait rencontré à une petite fête. Il était sympa. J'avais encore dit à Vladimir, mais peut-être qu'il a changé de portable. Parce que là, je vois qu'il faut qu'il arrête, c'est plus drôle. Écoutez, je pense que si on envoie les frères Taloche justement pour demander à Vladimir d'un petit peu se calmer, ça pourrait marcher. Mais en termes d'arsenal, pour revenir un peu plus sur notre débat, en termes d'arsenal, que vaut finalement l'arsenal russe? On a parlé aussi, vous l'avez évoqué, Frédéric Moreau, de cette désorganisation russe, d'un matériel aussi très vieillissant, datant évidemment de la guerre froide. Ça vaut quoi ce qu'ils ont, eux, les Russes, par rapport à ce qu'on a nous, ce qu'ont les Français, les Britanniques, enfin c'est nous du coup, et les Américains? C'est toujours dangereux de déduire de la performance d'une Ça sert à rien cette question, parce que je vois qu'on en rigole, parce que Non, il n'en faut qu'une, c'est ce que vous dites. Non, c'est la question qu'il vaut mieux éviter d'avoir à se poser. C'est vrai? Parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Donc il ne faut pas se poser cette question. On n'a pas de bouclier anti-aérien. Enfin, c'est une question naïve, mais Alors, ça fait, je peux vous répondre. Ça fait pratiquement depuis les années 50 qu'on essaye. Ouais. Et que décennie après décennie, des industriels de la défense aux États-Unis ont essayé de vendre ça au Pentagone, que ça allait marcher. Encore aujourd'hui, les tests ne sont pas extrêmement, on va dire, satisfaisants si l'idée c'est d'empêcher une frappe massive qui aurait lieu contre les États-Unis ou leurs alliés. Alors il y a deux choses. Il faut bien faire la différence entre les missiles intercontinentaux balistiques et les missiles non balistiques. C'est-à-dire, ça veut dire pour les gens devant la télévision. Ce dont vient de parler Samuel, c'est la défense anti-missiles balistiques. Ça fait depuis la guerre des étoiles de Reagan que les Américains, et même avant, dépensent environ 30 milliards de dollars par an pour essayer de mettre en œuvre cette défense anti-missiles balistiques avec de vrais succès, mais pas une garantie à 100%. Donc il suffit qu'il y en ait une qui passe. Voilà. La défense anti-missiles balistiques, c'est arrêter une balle avec une balle. Les hypersoniques, vous pouvez avoir toute la défense anti-missile balistique que vous voulez, ils n'ont pas une trajectoire prédictive, ce qui est le propre d'un missile balistique, et donc vous les arrêtez pas. C'est pour ça que les Russes ont développé autant leurs hypersoniques. Un mot peut-être, oui, Samuel Longuet, là-dessus. Alors, pas nécessairement directement là-dessus, mais on est en train de parler de cette éventualité qu'on pourrait être frappé par la Russie. Pour l'instant, vraiment, on n'en est pas encore. C'est pas là. le cas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a toujours, et Maïté l'a d'ailleurs très bien rappelé, la même scénette où on a Poutine et Medvedev qui sont dans le rôle de ceux qui font le plus de bruit et qui emploient les mots les plus durs. Et derrière ça, on a toujours normalement soit Peskov, donc le porte-parole du Kremlin, soit Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui viennent nous rappeler qu'il y a une doctrine russe, qu'on s'y tient. Le dernier exemple en date, ça va être le 30 septembre, au moment où Poutine annexe les 4 régions ukrainiennes. C'est pas du bluff, c'est ce qu'il Oui, voilà, où il dit. Alors, avant, il avait dit même le 23 septembre que c'est pas du bluff, mais là, il dit les États-Unis ont créé un précédent avec Hiroshima et Nagasaki. Donc, quand on dit un précédent, ça veut dire attention, je suis capable de faire la même chose. Ce qui se passe ensuite 3 jours plus tard, c'est que Kadyrov, le chef des Tchétchènes, qui est un proche allié de Poutine, dit bon, alors c'est parti, cette fois-ci, on bombarde les civils, on y va franco, et même carrément on utilise des armes nucléaires tactiques contre les Ukrainiens. Réponse de Peskov, c'est ne cédons pas à l'émotion et gardons restons raisonnables dans nos décisions stratégiques. Donc en clair, Kadyrov va trop loin, on n'en est pas là et on est encore assez loin d'en être là. Et pour ceux qui ne connaissent pas Kadyrov, c'est pas le plus sensé aussi des dirigeants, le plus sensé de ceux qui entourent Vladimir Poutine. Merci. Il est assez exubérant, on peut le dire. On est d'accord. Merci beaucoup Samuel Longuet, merci beaucoup Frédéric Moreau d'être venu nous expliquer tout ça, rassurer aussi, on l'espère, les gens devant leur télévision, comme les frères Taloche d'ailleurs aussi. J'ai reçu la réponse de Vladimir, bisous à toute l'équipe. Écoute, ça va aider. On l'aime beaucoup évidemment. On va se quitter une dernière fois dans les visiteurs du soir, mais restez bien avec nous après la pub. Maïté Warlan.